Amis de la Reconquête, bonsoir. Alors, il y a une innovation à Radio Courtoisie. Tenez, vous entendez ça? Vous savez ce que c'est? C'est un sucrier plein. Alors, quand les invités disent quelque chose d'intéressant, on peut leur offrir un sucre. Voilà, Victoria, vous avez gagné un sucre. Et quand on dit qu'il y a une sottise, on agite le sucrier. Voilà, la sottise, c'est une cloche. Bon. Voilà. Bon. Oui, donc vous avez gagné un sucre. J'aurais préféré un chocolat, pardon. Bonsoir. Docteur Dor, vous avez droit à un sucre si vous êtes sage. Pierre Hilaire, bonsoir. Pierre Hilard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hilard est abonné à Radio Courtoisie maintenant, comme d'ailleurs le docteur. Moi, je réinvite tous les invités des autres émissions. Monsieur Labessélier, bonsoir. Bonsoir. Et puis après, il y aura Martin Pelletier qui viendra avec son éditeuse. Comment on dit? Micro, on dit. On devrait dire éditeuse. Bah alors, moi, je dis éditeuse. Bien dire éditrice. Oui, mais vous verrez, on va vous faire une révélation qui va bouleversifier le monde de l'édition. Avant, je dois lancer un appel à la demande de la directrice du Libre Journal, avec laquelle je suis dans les meilleurs termes. Je précise quand même, parce qu'on pourrait se demander pourquoi je parle de la directrice du Libre Journal. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, vous voyez. On est extrêmement inquiet parce que est-ce que c'est à cause de la Poste, est-ce que c'est à cause de je sais pas, d'autres choses. Les réabonnements rentrent très lentement. Donc je lance un appel solennel et urgent, et pas encore désespéré, mais je pense que la semaine prochaine ou dans 15 jours ça risque d'être le cas, à tous les abonnés du Libre Journal qui n'auraient pas renouvelé leur abonnement, pour leur demander de bien vouloir le faire, parce que l'imprimeur renouvelle, lui, ses factures. Parce que c'est bête, d'ailleurs, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était peine perdue, puisque moi, je sors un nouveau journal tous les 10 jours, et lui, il fait la même facture tous les mois. Donc, j'ai dit, arrêtez, c'est complètement idiot, mais il veut pas. Changer de rythme. Donc, oui. Donc, on a besoin d'abonnés. S'il vous plaît, je vous en prie, aidez-nous. Ne nous laissez pas sombrer dans le désespoir et la faillite. On va faire comme comment ça s'appelle, Enron. Qu'est-ce que c'est? Enron. En rond. Ou Andersen. Vous connaissez elle ne sait rien, cette femme. Rien du tout. À mon avis, elle doit regarder les Disney Channel. Disney Channel, oui, c'est ça. Disney Channel, ou alors les Feux de l'amour. Ah non, j'aime mieux Disney Channel. Disney Channel. Ah non. Vous ne savez pas si Barbara et Kevin sont réconciliés? Était-il en brouille? Oui, parce que Kevin avait dit à Stéphanie que Barbara avait un regard attendri en regardant comment il s'appelle l'autre? Arthur, voilà. Faut que ça s'appelle. Bon, assez de bêtises. J'indique aux auditeurs, c'est pas la peine de téléphoner, ni Chevènement ni aucun de ses représentants n'est invité à cette émission. Donc c'est pas la peine de se mettre en colère. Cela dit, j'indique également une chose, c'est que vous savez qu'il y a une espèce d'obligation morale, le mot dans la politique actuelle, il faut mieux éviter de l'employer. Mais enfin, on est censé respecter une certaine balance entre les représentants des différentes organisations politiques candidats aux élections, à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Donc, j'ai fait une chose, je le signale, j'ai préparé une lettre qui sera envoyée à tous les candidats. Je dis bien à tous les candidats, y compris les stalinoïdes, les trotskiens, les... S'ils ont leur signature. Dès qu'ils auront déposé leur signature, bien sûr, évidemment, je ne vais pas inviter des... Ça va être le 4 avril, la déposition. Voilà, donc le 5 avril, quand la liste, ou le 3, dès le jour où la liste officielle des candidats est publiée, j'enverrai à tous les candidats une lettre pour leur dire qu'ils sont invités à s'exprimer dans mon émission sur Radio Courtoisie. Comme ça, on ne pourra pas me reprocher de ne pas respecter la règle de la... déontologie. Voilà, la déontologie. Ils vont arriver en rang serré, on ne va plus savoir où les mettre. Simplement, je consacrerai un temps, parce que j'ai le droit de faire ce que je veux dans mon émission, quand même, il ne faut pas charrier. Donc il y aura un temps qui sera consacré à cette émission. Et je répartirai ce temps également entre tous les candidats. Alors ça peut très bien être 8 secondes. Hein, ça peut arriver s'ils veulent tous venir. Travailleurs, travailleuses. Travailleurs, travailleuses. Merci Madame Duchemol, vous pouvez disposer. Voilà, donc je signale ça à la vigilance des institutions chargées de surveiller le bon fonctionnement démocratique des radios libres.
Voilà. Eh bien, vous avez eu beau ouvrir le parapluie, cher Serge, vous avez quand même un message. Cher monsieur, vous critiquez des gens de droite comme monsieur Miguet, alors que vous n'attaquez jamais nos ennemis de gauche comme L'Aiguillé ou Bayrou. Écoutez, je voulais pas parler du journal de Miguet parce que ça tourne à la rengaine, mais je voudrais alors puisqu'on m'en parle, là il y a 15 jours, j'ai lu la lettre de comment il s'appelle Miguet-Mousse ? Je ne sais plus. Enfin, bon, Miguet, quoi. Miguet-Mousse, c'est ça. Donc, j'ai lu sa lettre parce qu'il disait qu'il fallait voter. Il fallait signer pour qu'il soit candidat parce que son père avait fait de la résistance. Bon, c'est très bien d'avoir un père qui a fait de la résistance. Moi-même, je ne suis pas à l'abri de tous les reproches. Mais, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, voilà. Et cette fois-ci, il dit, il faut signer pour moi parce que mon frère est évêque. Et moi, mon frère était ma sœur. Donc, si je maintenais ma candidature, il était kinésithérapeute, j'aurais pu envoyer une lettre à tous les maires en disant Monsieur le maire, mon frère étant ma sœur, je vous prie de signer pour moi, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Hein, voilà. Donc, alors, je vous signale que le frère de Monsieur Miguet est évêque. Il est évêque d'une église... il est évêque, quoi. Il est évêque autoproclamé de l'église autocéphale de Verneuil-sur-Avre. Voilà. Mais c'est très bien. Moi, je suis pour les évêques en général. D'ailleurs, les gendarmes aussi, puisqu'ils vont régulièrement lui rendre visite dans son église. Mais alors, donc il doit avoir des gendarmes dans sa clientèle. Voilà. Attendez, donc il y a encore. Quelqu'un vous demande qui est Nicolas Miguet. Ah, voilà la bonne question. Écoutez, je pense que quelqu'un l'invitera pour qu'il puisse se présenter lui-même. Et puis alors, par ailleurs, on reçoit un fax d'un auditeur qui est très content de n'avoir jamais cotisé à la radio Fausse Droite et qui nous injurie quand même. Donc, il a bien raison. Sortons sur la pointe des pieds. Ils sont fabuleux, quoi. Enfin, docteur, alors qu'est-ce que vous êtes encore allé faire avec vos commandos alors vous avez été au courant Versailles, j'ai entendu dire qu'un jeune homme du meilleur monde avait été arrêté. Ah oui, c'est deux jeunes hommes du meilleur monde. Oui, c'est vrai. Et je dois dire que nous étions tous finalement assez saisis. Nous étions, je crois, environ, on peut pas dire près ou 10 près, mais on était 110, enfin si c'était 130 ou même davantage. Quand on est arrivé, c'était donc, moi je suis arrivé vers 2h20, et en face, on m'a dit, vous voyez, je voyais effectivement, c'est très beau, il y avait des drapeaux rouges, on a compté 10 drapeaux rouges et noirs de la CNT, il y avait 5 drapeaux sur fond blanc. Docteur, il trouve ça très beau, lui. Ah oui, c'était impressionnant. Il y avait 5 drapeaux sur fond blanc, alors avec un disque vert marqué vert au-dessous, et il y avait 2 drapeaux avec le triangle rouge pointe en bas sur fond blanc je crois de Ralfron. Alors il y avait Sud Santé, parce qu'il y a à l'hôpital il y a certains qui appartiennent à Sud Santé. Il y avait d'autres, je ne sais pas exactement, mais les plus durs certainement étaient la CNT. Et je dois dire, on a souvent été malmenés par eux. Et là, la chose curieuse, c'est que on n'a pas reçu le moindre projectile. Et là, je dois dire, je fais un hommage à la police qui a été irréprochable. Ça a été impeccable. On a pu arriver sans difficulté. On était tendu, bien entendu. On est parti aussi sans difficulté. Il n'y a pas eu d'histoire véritablement. Et alors, moi, je veux dire une chose, c'est que ce qui m'a le plus frappé, et au fond, je suis heureux de le dire ici. Fois, c'est pas les gens de la CNT qui vous ont le plus frappé. Non, c'est exact. Non, c'était plutôt de notre côté, si je puis dire. C'était la ferveur dans nos rangs. Et alors là, je dois rendre hommage justement à nos opposants. C'est que, eux étant là, nous n'avons jamais été aussi fervents. On pouvait prier, il n'y avait pas de projectiles, tout ça. Donc, on pouvait prier. Et à un moment, on s'est mis à genoux, au moment des mystères douloureux. Et alors là, je l'ai dit dans présent, enfin. Et il y a eu comme une rumeur d'étonnement. Voir des gens à genoux, ça les a quand même étonnés. Parce que vous devinez que les blasphèmes qu'ils pouvaient dire sur la mère de Dieu, sur tout ce qu'on connaît, etc. Et alors ils nous ont pris à partie, ils ont pris à partie le maître Mainviel, ils m'ont pris aussi à partie pour dire un peu les mêmes choses d'ailleurs. Il y a eu même eu des menaces de mort, choses comme ça. Et alors c'est assez curieux parce que ça, on le sait pas, je l'ai su tout récemment par les nouvelles des Yvelines, c'est que parce que les journaux ont accès à l'autre côté, nous n'avons pas accès à l'autre côté. Et alors, il semblerait que dans les rangs, il y ait certaines disparités. Les Verts, au fond, ne souscrivons pas trop à ces slogans extrêmes, n'est-ce pas? Et je crois peut-être même Ralfron aussi. Alors là, ça m'a étonné, parce que Ralfron, non pas Salade, tout ça, dans la tiédeur, ça me paraît bizarre. Enfin,
J'en sais rien, j'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que, au fond, je vais vous dire la vérité, c'est que mon impression est la suivante, c'est que il nous sanctifie et je crois que nous les sanctifions. Et là, alors là, Monsieur Becquet, je regrette que vous n'ayez pas été là. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici et ceux qui m'entendent, je suis persuadé vont venir le 6 avril prochain. D'ailleurs, en face, ils le savent et il nous a dit qu'ils ne nous lâcheront pas. Alors, on a dit aussi nous non plus. Ils nous ont chanté, ce n'est qu'un au revoir. Mais vous verrez, et ce n'est pas du vieux chant maçonnique. Il y a, je vous assure, madame, comment s'appelle-t-elle, madame charmante, j'oublie son nom, son mari, madame d'Anselme, son mari était à la FS. Madame d'Anselme a dit ceci, c'est que jamais nous n'avons été aussi fervents. C'est vrai que sous cette pression, nous étions, vous voyez, presque au-dessus de nous-mêmes, vous voyez. Et je dirais, il y avait donc deux camps. Le camp, je dirais, des ténèbres, ce n'est pas du tout dire pour dire qu'ils ne sont pas aussi des êtres humains, je ne dis pas ça du tout, ils sont comme nous sommes tous pécheurs, bien entendu, mais eux sont engagés dans une voie, donc, qui est entièrement différente, mais l'impression là est très nette, pour moi, c'est même palpable, qu'il y a d'un côté là, une voie satanique, et de l'autre côté, une voie divine, mais je ne dis pas que nous sommes des êtres divins, ce serait, encore une fois, ce serait dire une chose que je ne pense absolument pas, dire ça ne m'intéresse même pas, je dirais, Dieu, comment dire, Dieu ne se prend pas, parce que ça c'est la position des autres. Ils se sauvent eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils chantent à l'international, ils se sauvent eux-mêmes. Nous sommes sauvés par quelqu'un, n'est-ce pas? Nous sommes obéissants, enfin autant que possible, parce que nous sommes nous aussi. Enfin, nous avons prié pour tous. Alors voilà ce que je veux dire, c'est que la fois prochaine, le 6 avril, donc à 14h30 à Versailles, au même endroit, nous étions sur un petit terre-plein tout près d'André Mignot. Il y aura, je pense, beaucoup de monde, mais aussi pour voir et peut-être aussi pour sentir, parce que présent n'était pas présent. Alors ils ne méritent pas leur nom, n'est-ce pas? Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont beaucoup manqué, parce que ils auraient vu beaucoup. Et les gens même qui ne sont pas avertis, qui croient que nous sommes violents, désagréables, ça, ils ont vu que c'est pas ça du tout. Il y a quelque chose, le visible rejoint l'invisible. Enfin, là peut-être j'exagère, mais moi, c'est ce que j'ai pensé. Et je n'étais peut-être pas seul à le penser, voilà. Je sais pas, je me tourne vers l'abbé Sellier, parce qu'il sait quand même un peu son sujet. Ça vous fait pas penser à ce qui se passait dans les arènes? Bah oui, c'est bon. Disons que là, sauf que les gens de la CNT sont pas des lions, mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est effectivement. Je regardais le docteur Dor là pendant qu'il parlait, et je me disais, les gars, les chrétiens qui se faisaient bouffer par les lions, ils devaient avoir ce genre de comportement et de raisonnement. Ouais. De fait, c'est bien. Mais sauf que les lions étaient probablement pas sanctifiés par. On peut pas savoir. Vous connaissez naturellement l'histoire du chrétien qui se tourne vers le diable, tiens, quel beau lapsus, vers le lion et qui lui dit, mais enfin, tu peux pas, c'est pas possible ce que tu vas faire, convertis-toi. Et alors le lion s'agenouille, il dit, bénissez ce repas que nous allons prendre. C'est ça. Voilà. Oui. Donc c'est un peu ça quand même. Alors la CNT, un auditeur demande ce que ce sont des anarchistes. Ah oui, Confédération nationale du travail, C'est d'ailleurs fabuleux comme nom pour des anarchistes. Oui, parce c'est curieux. Une confédération anarchiste, c'est déjà spécial. Mais nationale en plus. Et puis alors du travail, je suis pas absolument certain qu'ils travaillent. Alors vous savez qu'ils nous écoutent, parce que j'ai eu cette surprise la dernière fois, lorsque donc j'étais avec Daniel Amiche, et ils ont certainement écouté, parce que peu de temps après, une dame nous a téléphoné en disant, vous savez, j'ai écouté Radio Libertaire, Immobilise. J'ai été étonné, et ça a été confirmé par Radio Notre-Dame, et effectivement, ils étaient là. Donc, ils doivent nous écouter en ce moment. Je suis sûr qu'ils sont en train de peaufiner le rassemblement. C'est à nous aussi qu'ils se rassurent. Mais c'est très drôle à écouter Radio Libertaire. Finalement, on apprend beaucoup. Oui, mais je me souviens il y avait dans le temps, je sais pas si ça existe toujours, j'écoute plus beaucoup. Il y avait une émission, c'était le dimanche matin, qui était une émission d'athées militants. Et il y avait deux vieux militants et une militante qui était visiblement pas très jeune non plus. Et un des vieux militants qui était un peu excessif, pas excessif, mais enfin un peu quand même vraiment très très militant anarcho, a dit, mais naturellement Dieu n'existe pas, mais s'il existe quelque chose, c'est le diable, et moi je suis pour le diable, moi je suis avec le diable et tout. Et alors là, la militante, on a senti qu'il remontait en elle, je sais pas, 30 ou à travers 30 ou 40 ans de cochonnerie, il remontait une vieille éducation. Elle a dit, ah non, quand même, ah non, on peut pas dire ça. Elle était épouvantée elle-même. Ils sont trop mignons, allez. Bien, alors je crois que la prochaine fois, la prochaine fois, donc, c'est le 6 avril à Versailles. Là, encore une fois, ceux qui douteraient de ce que je raconte viennent voir. Je crois que c'est la seule chose que je puisse dire. Et
Monsieur Descailles, je serais enchanté si vous veniez, bien sûr, que les journalistes viennent de tous bords, n'est-ce pas, qui se fassent même une opinion. Après tout, j'aurais même plus besoin de venir ici au micro. Et alors, une dernière chose, peut-être. C'est surtout que si je me fais repérer par les mecs de la CNT, vous pourrez plus venir à ce micro. Oui, ça, c'est vrai. Mais alors là, on est admirablement protégés. Vous risquez rien. La police est avec nous. Et puis alors, il faut vous dire aussi qu'on a un service de sécurité impeccable. Bon. Enfin, ça n'enlève rien à la police. Oui, une dernière chose, peut-être. On peut comparer 666 et 777. C'est une chose à laquelle je pense beaucoup en ce moment. Et 666, c'est beaucoup de puissance. C'est pas loin du 777. Donc, 777, c'est la divinité. Et là, c'est Satan, c'est tout son groupe, n'est-ce pas? Et donc, mais la puissance monte très haut. Mais elle ne monte pas jusque là-haut. Et donc, c'est une puissance, finalement. Et on le voit bien en face de nous, qui est remarquable, qui a énormément. Mais alors, quel est l'intervalle, à mon avis, entre 666 et 777, je bredouille, eh bien, il y a la miséricorde. Et ça, c'est toute la puissance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque ils vont saturer leur satanisme, je dirais, à ce moment-là, Dieu leur pardonne encore. Mais s'ils restent dans cette obédience, je ne sais pas comment dire, alors s'ils refusent la miséricorde, alors là, il n'y a plus de miséricorde. Parce que c'est le dernier degré de Dieu, c'est sa miséricorde. Et alors, c'est satanique, les pauvres voient leur misère en voyant Dieu, bien sûr. En voyant Dieu, on voit la lumière, on se voit soi-même, donc on voit que c'est pas bien brillant. Mais ils voient donc leur misère. Et s'ils refusent la miséricorde, alors il n'y a plus de miséricorde pour eux. La seule chose que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le refus de son pardon. Vous savez ce qu'a dit Dubosc? Dubosc, c'est l'homme qui a commis le crime du Courrier de Lyon. Et qui a laissé guillotiner à sa place le Surc, dans l'affaire du Courrier de Lyon. Et il a été pris quelque temps après, très peu de temps après d'ailleurs, l'exécution de le Surc, et lui-même a été condamné à mort. Il est monté à l'échafaud, et quand le bourreau lui a dit, ou le bourreau, ou l'aide du bourreau, ou je ne sais qui, ou le procureur qui l'accompagnait, lui a dit: Dubosc, est-ce que vous avez encore un mot à dire avant de mourir? Il a dit: est-ce que vous voulez, plus exactement, voulez-vous manifester un regret? Et Dubosc a dit: oui, je regrette de ne pas avoir fait encore plus de mal. Ça, ça c'est un billet direct là. Et ça c'est l'horreur. Ça. Alors évidemment, ça se passe entre Dieu et l'âme. Oui, alors quand même une dernière annonce, peut-être j'en pute une dernière fois. C'est donc nous avons une manifestation le 6 avril, c'est vrai, mais il y en a deux plus proche, le 23 mars, à Paris. Je pense qu'à Paris, nous aurons aussi beaucoup de Versaillais. C'est toujours au même endroit. Rue du Château des Rentiers, donc une rue longue, une rue courte, rue Regnault, à l'intersection des deux. Tout le monde connaît, tous ceux qui viennent. Métro Porte d'Ivry. Et à Nantes, pour ceux qui nous entendent, enfin, non, c'est un peu loin. À Nantes, c'est toujours pareil. C'est à 14h, 14h30, devant l'hôpital Saint-Jacques. Voilà. Alors j'espère que nous aurons du monde aux deux. Je sais pas si les gauchistes seront là le 23. Ils vont peut-être nous faire manquer. Hein. Mais vous savez que encore une fois, quand ils sont pas là, il manque quelque chose. Envoyez-leur une invitation. Il manque quelque chose. Alors finalement, c'est assez curieux. Enfin, ils peuvent pas. Vous savez que j'aimerais les rencontrer. J'aimerais les voir comme je vous vois, et je leur pose la question: est-ce qu'ils sont prêts à nous rencontrer ou à me rencontrer? Bon, ben, volontiers. Alors il ne faut pas qu'ils fassent de mauvaises manières, évidemment, nous non plus on ne fait pas de mauvaises manières, mais je dirais pourquoi pas parler un peu. Vous voulez aller parler, dites-le, vous voulez aller parler sur Radio Libertaire, Radio Courtoisie, vous suffit. Est-ce qu'ils m'invitent? Oh bah écoutez, c'est leur affaire. C'est ça, alors je lance un appel à mes confrères de Radio Libertaire. Voulez-vous inviter le Docteur Dor? Vous allez voir ce que c'est qu'un authentique chef de commando. Merci docteur. Merci. Donc le message est lancé. Ils peuvent vous appeler? Non, il y a un numéro de téléphone où on peut vous naturellement. Alors. Il y a 2 numéros de téléphone. Voilà. Je fouille dans mon petit sac pour trouver. Et nous avons regardé comme il est joli. En fait, regardez comme il est beau. Oui, c'est très très joli. Un petit embryon qui vient de. J'ai 6 semaines et je mesure 15 mm. Mes mains sont encore en palette. Alors, SOS tout petit. Écoutez bien, messieurs de Radio Libertaire, si vous voulez inviter le Docteur Dor, c'est 01 47 83 97 42. 01 47 83 97 42. Et puis il y a un autre numéro, 01 40 61 06 28. 01 40 61 06 28. L'adresse c'est boîte postale 243 08 75 364 75 364 Paris CEDEX 08. Ça c'est si vous voulez envoyer des sous. Pour inviter le docteur au téléphone, enfin à Radio Libertaire, c'est 01 47 83 97 42. Merci docteur, à bientôt. Merci beaucoup.
Alors, vous m'avez dit il faut quand même que je lise cette lettre qui est envoyée par cette télécopie qui est envoyée par un auditeur, parce que vous allez voir, attendez, je vous la lis, puis comme ça vous jugerez vous-même. Cette émission est un bel exemple de la crapulerie et de l'imposture de la radio fausse droite. Cette station lance une campagne de soutien à Chevènement. Alors là, c'est Gérard. Il parle de l'émission de Gérard de Sainte-Marie, oui. C'est Gérard de Sainte-Marie qui s'y colle. Il n'y a pas d'entente possible avec une bande de crapules. Un auditeur qui est très content de n'avoir jamais cotisé à la radio fausse droite et qui est reconnaissant de cette station de nous faire connaître toutes les conneries que la fausse droite peut nous faire avaler. PS, je crois que je vais finir par voter Jospin. Au moins avec lui, on a la gauche comme avec Chevènement, mais au moins on ne sera pas obligé de saluer le torche-cul tricolore. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, Gérard de Sainte-Marie, qui s'appelle François, bien sûr. Mais moi, je lis la lettre du monsieur. Salut le torche-cul tricolore. Alors, c'est ce monsieur qui nous donne des leçons de militantisme. Je signale qu'il ne signe pas quand même son fax. Parce que il faut pas confondre le courage et la témérité. Allez coucher. Bon, vilaine bête. Pierre Hillard, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes l'auteur très couru d'un livre qui vient de reparaître dans une version augmentée et qui s'appelle, alors je vais vous demander de rappeler le titre parce que moi je sais... Minorité et régionalisme, avec un sous-titre Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe, aux éditions François-Xavier de Guibert. Voilà. Alors, je vous ai invité parce que, d'abord, j'avais envie je vous avais déjà reçu pour parler de la première édition. Je voulais qu'on parle de la réédition augmentée, d'autant qu'il y a dans l'augmentation un document qui est tout à fait passionnant. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a deux raisons pour lesquelles je vous ai invité. La première, c'est que vous êtes un des personnages que Michel Blanza, pour qui j'ai une immense estime, et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il collabore au Libre Journal. Moi de même. Et qui est un esprit clair et vif et tout à fait original, un des personnages pour qui il a plus de considération, d'estime et d'intérêt. Il a lu votre livre, il connaît vos travaux, puisque je crois que vous collaborez d'ailleurs l'un et l'autre à Balcon Info, ainsi qu'à la revue Libre, Cahier souverainiste, Raphaël d'Argent. Alors ça c'est vous, je ne crois pas que Blanza y collabore, mais vous, voilà. Et donc il me dit, ça fait longtemps qu'il me disait il faut inviter Hillard, il est intéressant, il a des choses à dire, c'est original, etc. Donc c'est fait, et la raison déterminante c'est que je lisais il n'y a pas très très longtemps les entretiens d'Otto Strasser avec Hitler, notamment l'entretien du 21 et du 22 mai 1900, enfin les entretiens du 21 et du 22 mai 1930, et c'est très intéressant puisque Otto Strasser, donc c'est l'homme du Front Noir, c'est l'homme qui a rompu avec Hitler parce qu'il n'était pas d'accord sur les fonds. C'est un national-socialiste mais qui n'était pas d'accord avec les thèses racialistes d'Hitler et Hitler le traitait de libéral. Parce qu'il faut quand même relativiser les choses. Hein. Oui, c'était pas Bérou. Oui. Bon. Et alors, ce qui est intéressant dans cet entretien entre Hitler et Strasser, c'est que Hitler dit à un moment à Strasser les anglo-saxons sont destinés à diriger le monde. C'est vrai. Alors, ou à diriger les peuples, dit-il d'ailleurs. Bon, ce qui est quand même assez curieux dans la bouche d'un Allemand, d'un Germanique, qui n'est pas anglo-saxon, peut-être un peu saxon, mais pas tellement anglo. Et puis, alors quand j'ai lu cette phrase, je me suis immédiatement souvenu que il y a un autre homme qui a dit exactement la même chose il n'y a pas très longtemps, c'est George Walker Bush, qui a dit, dans un discours qui a été diffusé par toutes les radios du monde, l'Amérique doit diriger le monde, ce qui est exactement la phrase de Tonton. Et alors, je me suis amusé à faire une recherche, c'est facile maintenant avec Internet, pour voir qui d'autre avait dit que l'Amérique devait diriger le monde. Et j'ai donc écrit sur Google, l'Amérique doit diriger le monde, et je suis tombé sur une phrase extraite d'un livre qui est l'autobiographie de Colin Powell, qui a écrit ça en 1995. Donc ça veut dire que Hitler en 1930, Colin Powell en 1995 et Bush en 2002, Bush dont le secrétaire d'État, non pas le secrétaire d'État, le ministre des armées, je ne sais pas quel est son titre exact. Oui, je ne connais pas le titre exact. Et Colin Powell. Oui. Donc ces trois hommes, à 70 ans d'intervalle,
ont la même vision de l'avenir de la planète, c'est-à-dire une planète qui doit être dirigée par les anglo-saxons. Alors, Colin Powell et Bush qui soient d'accord, Kipling disait la même chose. Le fardeau de l'homme blanc, etc. Alors que Colin Powell et Bush disent la même chose, bon, on peut s'en accommoder, parce que finalement, ce sont deux Bush qui expriment la même voix, mais qui reprennent une proposition d'Adolf Hitler, ça peut quand même ébranler pas mal nos habitudes mentales. Et ayant lu votre livre, je me suis posé la question, et donc je vous la pose maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une espèce de communauté de pensée, de communauté de projet, de connivence entre le bloc germanique et le bloc anglo-saxon? En effet, cette connivence, disons qu'on pourrait la traduire par un autre terme. On pourrait appeler cette connivence condominium germano-anglo-saxon. Déjà, Bush père avait dit à Kohl que, d'abord, Bush père avait donné le feu vert à l'Allemagne pour la réunification, et il avait parlé de partnership in leadership, c'est-à-dire que finalement l'Allemagne était le premier vassal des États-Unis en Europe, l'Angleterre passant en seconde zone. On peut remarquer cette connivence germano-anglo-saxonne au cours des siècles, et en particulier, par exemple, vous citiez Strasser et Hitler, mais avant la Première Guerre mondiale, il y a eu une entente germano-anglo-saxonne particulièrement poussée, et si l'Allemagne, si les dirigeants politiques allemands avaient été un peu plus habiles, l'entente entre la fameuse entente cordiale franco-anglaise n'aurait pas tenu le coup. Je rappelle qu'avant la Première Guerre mondiale, peu de temps avant la Première Guerre mondiale, les Anglais s'étaient mis d'accord avec les Allemands pour dépouiller les territoires, les colonies portugaises. Et pourtant, il y avait une entente cordiale franco-anglaise, donc à première vue, on aurait pu dire que jamais, au grand jamais, la Grande-Bretagne allait mettre son nez dans les affaires allemandes pour dépecer tel ou tel territoire. Or, le problème avec les Allemands, c'est que ils ont voulu un peu trop déborder, sur le territoire, sur la zone anglo-saxonne. Au fond, finalement, vous avez deux zones. Vous avez l'Empire des mers, c'est le monde anglo-saxon, et l'Empire des terres, le monde continental, c'est le monde germanique. Et il ne faut pas que le monde germanique empiète trop sur la zone maritime anglo-saxonne. Alors quand je dis actuellement la zone anglo-saxonne, j'inclus le monde anglais et le monde américain. Actuellement, l'Allemagne est le premier vassal des États-Unis en Europe. Bon, il suffit de rappeler les propos d'un Gerhard Schröder lorsque Bush fils a été élu. Tout de suite, Gerhard Schröder envoyait, un email, il envoyait un message à Bush en disant que l'Allemagne était fidèle ami, fidèle allié des États-Unis. Donc, les Américains ont laissé carte blanche aux Allemands dans leur politique européenne, cette politique qui se traduit par une volonté, et là aussi on me traite de germanophobe, ce sont les ritournelles habituelles, mais ce sont les faits, et les faits sont têtus, comme le disait Lénine, que l'Allemagne veut imposer son hégémonie sur le continent européen en imposant des principes régionalistes et ethniques. Et entre autres, oui. Je crois qu'il y a ce que vous dites quand on vous traite de germanophobe. Il y a une espèce de manie qui est typiquement française, qui est le refus du débat. C'est tout de suite la chicailla. C'est-à-dire, on peut parfaitement dire le projet allemand est un projet de conquête des territoires et des esprits en quelque sorte par la parcellisation des nations voisines. L'éclatement. L'éclatement des nations voisines. Sans pour autant vouer une haine inextinguible aux Allemands. C'est pas le problème. C'est de même qu'on peut dire que les Américains mènent actuellement une politique qui est une politique extraordinairement dangereuse pour la paix du monde, sans oublier que les Américains sont nos alliés. De même qu'on peut dire que la politique russe de Poutine aujourd'hui est une politique intéressante, sans oublier que la Russie, elle l'a prouvé pendant 3/4 de siècle, est un voisin redoutable et parfois un petit peu menaçant et encombrant. De même qu'on peut dire que on respecte Israël
sans être sioniste, et qu'on reproche aux Israéliens leur politique actuelle sans être antisémite. Enfin, chaque fois maintenant qu'il y a un débat, c'est l'anathème qui conclut, enfin non pas qui conclut, mais qui bloque le débat. Et en ce qui me concerne, d'ailleurs, ce genre d'anathème a pour effet toujours de me pousser à prendre des positions qui sont pas forcément les miennes. Mais j'ai envie de dire aux gens, écoutez, merde, je pense ce que je veux, et c'est pas vous qui allez me dicter ce que j'ai à penser. Alors on a tendance à surenchérir sur un discours qu'on ne tiendrait pas forcément. Alors en ce qui concerne les Allemands, je trouve que moi j'ai plutôt de la sympathie pour ces gens. J'ai vécu en Allemagne, je parle leur langue, pas très bien, mais enfin je la parle. Mais simplement, il y a un problème là que vous mettez en lumière, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts direct entre la France et l'Allemagne. Oui, et je dirais même entre l'Allemagne et le reste des pays européens, en sachant évidemment qu'il y a des priorités. La France quand même pèse plus lourd que certains pays, sans vouloir les dénigrer, comme les Pays-Bas ou la Suisse. Vous parliez d'anathème, c'est vrai, malheureusement dans certains milieux de droite qui se disent patriotes et qui veulent, paraît-il, officiellement défendre la cause française, il y a un refus du débat. Je sais qu'il y a des journaux nationalistes français qui n'ont pas parlé de mon livre. Et pourtant, je considère qu'il faudrait au moins avoir la franchise d'évoquer les faits. Évoquer les faits ne veut pas dire prendre parti, mais au moins pour le débat, souligner qu'il y a des choses curieuses qui se mettent en place et qu'il faut débattre. Et malheureusement, ces personnes qui prétendent défendre la cause nationale, sont malheureusement, et ça c'est le problème d'une catégorie de la droite française, marquée par une germanophilie et folie même, déplacée. Ouais. Qu'on aime l'Allemagne. Personnellement, j'aime bien ce pays, j'aime ce peuple, sa musique, etc. Mais je n'aime pas quand cela déborde un peu trop. Et le problème, c'est que... Comme Jeanne d'Arc qui met les Anglais chez eux. Mais chez eux. Et le problème, c'est que lorsqu'on évoque la politique, il y a une règle d'or, on ne fait pas de sentiments. Lord Palmerston, ministre anglais du 19e siècle, parlait des intérêts britanniques. Et il disait, je me souviens plus exactement mot à mot sa phrase, il disait, l'Angleterre n'a pas d'amis éternels, comme elle n'a pas d'ennemis éternels, elle n'a que des intérêts éternels. C'est-à-dire que lorsqu'on observe une situation, on n'a pas le cœur qui parle, on voit froidement les faits. Et on les aligne méthodiquement. Et le problème avec certains, c'est que dès qu'on évoque un sujet, il y a la passion. Non, il n'y a pas de passion. On évoque les faits. Là, j'ai découvert que l'Allemagne était à l'origine des principaux documents européens, Charte des langues régionales, la Charte de Madrid qui a pour but de transformer les frontières d'État en frontières administratives. J'ai dit l'Allemagne, mais si j'avais eu la preuve que c'était l'Irlande, la Suède, les Pays-Bas ou l'Espagne, j'aurais dit l'Irlande, Pays-Bas, Espagne, etc. Donc il s'agit d'évoquer les faits et de raisonner en termes de rapport de force et d'aboutir finalement à la conclusion suivante, c'est que l'Allemagne veut détruire les États-nations en cherchant à appliquer la Charte des langues régionales, en favorisant le principe des régions, qui en lui-même n'est pas un mauvais principe. Personnellement, je préfère le terme de province. Mais le problème, c'est que ce principe est biaisé avec la charte de l'autonomie régionale, qui a pour but de donner une autonomie complète de la région par rapport au pouvoir central. C'est-à-dire que finalement, le pouvoir central se retrouve dépouillé de toute autorité et la région trouve une indépendance un peu comme l'Europe de l'an 1000, où vous aviez le comte de Flandre tout puissant. Et on le voit d'ailleurs avec l'émergence des régions transfrontalières, par exemple, je pense à la Catalogne, et à la Flandre. Dernièrement, au mois de janvier 2002, c'est rue Euler, je prononce mal, c'est E-U-L-E-R, vous avez une délégation flamande qui s'est installée à Paris, en présence des diplomates français et étrangers, et le représentant flamand, j'ai oublié son nom, Van, je sais plus comment, a tenu un petit discours qui est fort intéressant. Et il dit en gros qu'il faut certes développer l'économie flamande, etc., mais sa culture, et en particulier la culture flamande, ou plus exactement il dit la langue hollandaise, dans tout le nord de la France. Et certes, en effet, le nord de la France, le Hainaut, la Flandre, etc., la région de Dunkerque appartenait aux Pays-Bas autrichiens. Oui, cela dit entre nous, si on va voir les gens de Dunkerque et qu'on leur apprend, on leur dit on va vous apprendre le hollandais, moi je souhaite bien du plaisir aux professeurs, parce que il y a déjà quelques profs qui se sont usés à essayer de leur apprendre le français. Oui. Les gars, quand persistent à parler verlan comme tous les gens de la région, dedans ils vont nous apprendre
Hollandais. Alors, là-dessus, moi, je suis assez pour, d'ailleurs, vous voyez. Et je vais même vous dire, si les Hollandais veulent prendre ces populations, moi, je suis tout à fait disposé à les leur donner. Prenez-les. J'avoue que je trouverais dommage que les conquêtes de Louis XIV soient réduits à néant. Ce serait dommage quand même que des Français... On garde les territoires, mais on leur donne oui. les habitants. Mais à ce moment-là, vous rentrez dans la catégorie, expulsion ethnique, et avec le coup près. Non, c'est pas une expulsion. On leur dit vous les prenez. Vous invitez. Écoutez, en termes courtois. Chers amis, mais prenez donc, ne vous en êtes pas. Oui, mais je ne sais pas si ça marcherait. J'ai quelques doutes. Tant pis. Alors, il faudra trouver autre chose. Alors, la question que je vais vous poser au bout du compte, c'est celle de la complicité, enfin, de l'éventuelle instrumentalisation par les Américains de cette démarche qui n'est pas du tout nouvelle chez les Allemands, qui est une démarche qui remonte probablement à la plus haute antiquité, comme aurait dit Vialat. Mais est-ce que les Américains s'en servent ? Parce qu'ils s'en sont servis, par exemple, au Kosovo. Oui. Actuellement, il y a une alliance germano-américaine, ça c'est sûr. Un exemple, cette deuxième édition donc est une édition augmentée avec la liste de tous les mouvements autonomistes soutenus par l'Allemagne en Europe. Et ça, c'est formidable. J'ai la liste, c'est la liste officielle des mouvements autonomistes bretons, alsaciens, mosellans, la Ligue savoisienne de notre ami Patrice Abeille. Et donc ces mouvements-là sont soutenus par l'Allemagne. Et entre autres, dans toute cette liste, il y a la liste des Albanais du Kosovo, directement soutenus par l'Allemagne, mais leur siège se trouve dans l'État de l'Illinois. En réalité, cette annexe ne l'indique pas, mais il y a deux sièges. Il y a dans l'État de l'Illinois et dans l'État de l'Aurora. Donc, il y a vraiment une connivence germano-anglo-saxonne. Et finalement, les Allemands jouent avec le feu. Parce que, au XVIIIe siècle, lorsque l'Empire ottoman présentait une menace sérieuse pour l'Empire des Habsbourg, la famille des Habsbourg a fait venir des communautés germaniques dans la région du Zadmar, la région du Banat, pour certes relever économiquement ces zones qui avaient été dévastées par les conflits, mais aussi comme barrière militaire face aux troupes ottomanes. C'est pas l'effet du hasard, c'était vraiment pour contrer la menace musulmane. Or, actuellement, les Allemands jouent avec le feu parce que les Turcs, les Ottomans, reviennent dans les Balkans, en Bosnie, ils soutiennent farouchement les musulmans du Kosovo. Et les Allemands collaborent avec les Turcs. Et il n'y a plus cette barrière germanique qui freinait cette poussée musulmane, cette poussée ottomane. Et je considère que les Allemands jouent avec le feu parce que la présence musulmane dans toute l'Europe risque de se retourner contre eux. Parce que les Allemands soutiennent le principe régionalisme, ethnicisme. Pour les Écossais, les Bretons, les Catalans, etc. Mais le problème, et ça nous pend au nez dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que ces populations extra-européennes présentes en France, mais aux Pays-Bas, en Allemagne aussi avec leurs Turcs, ces populations extra-européennes vont pouvoir réclamer une extension des droits en faveur des langues régionales, de l'autonomie régionale en leur faveur. Et ça a déjà commencé. Oui, j'allais vous dire, vous dites dans 5 ans ou dans 6 ans, mais ça a déjà commencé. Puisque je lisais il y a quelques semaines de ça dans le courrier des lecteurs du Figaro, une personne qui évoquait qui parlait de représentation musulmane en Seine-Saint-Denis, qui est largement peuplée d'extra-européens, et ces représentations musulmanes demandaient des droits politiques à la communauté musulmane. Ça y est, ça a commencé. Mais je pense que si Jospin est président de la République, avant la fin de son mandat, le fait sera acquis. Il y aura, par exemple, à Montreuil, un maire malien. C'est absolument certain. Avec une reconnaissance de la langue arabe ou de l'ennemi tartampion dans les services administratifs, judiciaires. C'est d'ailleurs le véritable objet de l'histoire de la langue corse, parce que la langue corse, tout le monde s'en fout, mais à commencer par les Corses d'ailleurs, dont la plupart ne parlent que la langue de leur coin. Moi, je suis allé souvent en Corse, une province que j'aime beaucoup, et
il n'y a rien de plus drôle que d'entendre des Corses du Sud s'engueuler avec des Corses du Nord sur le vocabulaire, parce qu'ils sont absolument pas d'accord, ils n'ont pas le même vocabulaire. Et c'est pareil en Bretagne. Bon, bien sûr. Les Bretons Vantel, les Bretons Léonard, c'est pas pareil. L'argument du Corse ne vaut pas. Il vaudra en revanche très bien, parce que à l'évidence, à Montreuil, quand il y aura un maire malien et une majorité du conseil municipal qui sera constitué de Maliens, eh bien les débats à la mairie se tiendront dans la langue de ces gens-là. C'est certain. Ça sera pas la langue de Molière, ou bien elle sera sérieusement amochée. Et finalement, voyez-vous, la France, l'Europe, élargissons, la France en tout cas connaît 2 menaces mortelles. La première, c'est la menace mortelle grossière, qui est la présence, et je le dis sans esprit vindicatif, de populations extra-européennes qui ont une culture, une civilisation qui est tout à fait respectable, mais qui est étrangère à la civilisation occidentale. Et ces populations extra-européennes, en France, en Belgique, Pays-Bas, vont pouvoir peu à peu imposer leurs lois, en tout cas là où ils forment des communautés importantes. Ça, c'est la menace mortelle grossière. Mais la deuxième menace mortelle, plus, moins palpable, c'est la politique de l'Allemagne qui consiste à instaurer sa domination en Europe selon le bon vieux principe diviser pour régner, en régionalisant à tout crin, tout en reconnaissant le principe des langues régionales et des communautés ethniques. Donc déjà ça c'est une première menace, parce que la France n'est pas une race, la France est une création politique, l'État a précédé la nation, c'est pas le cas de l'Allemagne. L'Allemagne peut fort bien se passer d'État. Je rappelle que l'Allemagne n'a pas eu d'État pendant à peu près 6 siècles, de 1250 avec la mort de Friedrich de Hohenstaufen. Elle en a eu beaucoup. Oui, mais il n'y a pas eu un État style français de 1250 à 1871 pendant 600 et quelques années. Il y avait des Allemagnes, il y avait 350 États, royaumes, duchés. C'était Mauriac qui disait, je crois, j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux. Oui, il disait ça effectivement. Donc l'Allemagne peut fort bien se passer d'une structure étatique, là il y a une communauté linguistique, mais la France, l'Espagne, ne parlons pas des Balkans, mais la France ne peut pas se priver de cette armature. Or, à partir du moment où on reconnaît une autorité aux régions, et il suffit de relire les articles de la charte de l'autonomie régionale, qui, je le rappelle, pour les auditeurs qui auraient des doutes sur mes accusations qui ne seraient pas fondées, que la charte de l'autonomie régionale a été lancée par la recommandation 34/1997 du Conseil de l'Europe. S'ils ont des doutes, ils s'adressent au Conseil de l'Europe, ils demandent la recommandation 34/1997, et là ils seront rassurés sur en tout cas l'honnêteté de mes propos. Il suffit de relire certains articles. Vous avez les articles 9 et 10 qui stipulent de manière très nette que les régions sont donc autonomes par rapport au pouvoir central, et que le pouvoir central, si le pouvoir central pratique une politique qui va à l'encontre des régions, de l'intérêt des régions, que ce soit au niveau national ou au niveau international, ce pouvoir central est obligé de se mettre en accord avec la région Bretagne, la région Alsace, la région Corse, la région Auvergne. Autant vous dire qu'il est obligé de mettre sérieusement du vin dans son eau pour s'accorder avec tout le monde. Autant vous dire qu'il pratique, moi j'appelle ça la politique du pantalon cheville. C'est-à-dire que c'est un laisser-aller complet, et ce sont les régions qui auront le dernier mot. Et qui plus est, ces régions ont le droit, grâce à cette charte de l'autonomie régionale, d'avoir une représentation à Bruxelles. Chose qui déjà existe dans le cas des Allemands, puisque les Bavière, Bade-Württemberg, etc. ont une représentation à Bruxelles. Mais les Allemands peuvent se permettre, c'est une force d'une certaine manière, d'avoir une représentation à Bruxelles. Il y a une unité germanique, linguistique. Il n'y a pas, en Allemagne, en dehors des populations extra-européennes comme les Turcs, il n'y a pas de minorité basque ou catalane. Les seules minorités, ce sont les Danois, ce sont des Germains et des protestants, c'est la même famille. Finalement, la seule minorité vraiment non germanique, c'est une petite communauté à l'est de l'Allemagne, c'est la communauté sorabe. Ils sont à peu près 50 000 pour une population de 80 et quelques millions d'habitants. C'est une goutte d'eau. Donc, et d'ailleurs, c'est ça qui est particulièrement vicieux, si je puis dire, c'est que les Allemands, les autorités politiques allemandes se montrent habiles. Ils disent, nous-mêmes, en Allemagne, nous respectons les quelques minorités que nous avons. Mais c'est facile d'être chevaleresque quand on a des minorités si réduites. On peut se permettre d'être très large. Un auditeur nous dit d'ailleurs, les Allemands attisent une tendance séparatiste de quelques-unes de nos provinces. Pourquoi ne pas leur rendre pareil en
en Souabe, en Poméranie, en Schleswig-Holstein, chez les Frisons, où il y a des noyaux francophones consécutifs à la révocation de l'édit de Nantes. On pourrait peut-être faire quelque chose. Oui, enfin, j'avoue que les noyaux francophones sont terriblement germanisés. Je rappelle quand même que la révocation de l'édit de Nantes, c'est 1685, ça fait plus de 3 siècles. Ils ont compris, quoi. Oui. Ils ont appris l'allemand. Oui, ils sont largement germanisés. Je peux simplement rappeler ce fait historique, que le dernier jardin d'enfants parlant français suite à l'arrivée des Huguenots à Berlin, le dernier jardin d'enfants parlant français, c'est aux alentours des années 1860-1870. C'était le dernier petit reste de francophone. Qu'on appelait d'ailleurs Kindergarten. Kindergarten, mais disons que c'est encore bon, depuis, vous pensez bien, c'est ridicule, ça a été assimilé depuis belle lurette. Un auditeur, une auditrice nous pose, vous demande une précision qui me paraît quand même effectivement utile, c'est que voulez-vous dire par l'Allemagne ? Quel pouvoir, quelle administration ? L'Allemagne, c'était... Quand vous dites l'Allemagne fait ça, l'Allemagne a une politique comme ça. Oui, alors les hommes politiques allemands, autrefois avec le chancelier Kohl, aujourd'hui avec le gouvernement Schröder. Un exemple. En 1995, le futur ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, a dit que l'Allemagne allait obtenir, par la voie politico-juridique, je résume sa pensée, ce que 2 guerres mondiales n'avaient pas pu lui apporter. Et il a une expression pour ça, il parle d'une douce hégémonie. Sanfte Hegemonie. Et c'est révélateur. Il y a, de la part des autorités politiques allemandes, de gauche et de droite, là aussi il ne faut pas voir les méchants extrémistes de tel ou tel côté, non. Il y a de la part des hommes politiques allemands une volonté d'imposer à l'Europe leur système. Que ce soit CDU, CSU, SPD, tous ces partis veulent imposer le système allemand. Et par exemple, Gerhard Schröder, en 2001, lorsqu'il y a eu la fameuse réunion des partis socialistes européens à Nuremberg, il a accueilli les représentants français, anglais, italiens, etc. en disant... non, c'était pas Nuremberg, c'était à Berlin. Il a dit « Bienvenue dans la capitale de l'Allemagne et de l'Europe réunifiée ». Il faut quand même le faire. C'est vraiment, on reste pantois devant une telle franchise, mais enfin, il aurait tort de se priver. Mais un autre exemple, au sein du gouvernement Schröder, vous avez Rudolf von Taden. Rudolf von Taden est un universitaire qui est chargé des relations franco-allemandes au sein du gouvernement Schröder. Donc ce n'est pas l'universitaire qui agit, c'est un homme politique. Et l'année dernière, c'était le 1er juin 2001 dans le Figaro, pour ceux qui auraient des doutes, il a eu l'audace de dire, mais il aurait eu tort de se gêner puisqu'il n'y a pas eu de protestation de la part du gouvernement français, il a dit, il faut défaire un peu la France pour faire l'Europe. Voilà. Oui, mais ce qui est évident, parce que ce qui est vrai en plus, il a raison. Mais étant patriote français, personnellement, je m'y oppose. Bien sûr, oui, mais on est obligé de reconnaître que ça, si on veut appliquer son projet, il faut en passer par là. Ils sont parfaitement logiques. Simplement, c'est pas notre projet, c'est bien clair. Voilà. Mais des auditeurs posent la question à propos de l'Espagne, ou même disent, mais si la politique allemande est de démembrer les nations, elle-même sera démembrée, ce qui devrait ravir les germanophones. Mais ce qu'oublie cet auditeur, c'est que... Il y a une unité linguistique. Il y a une unité linguistique, il y a un bloc racial. Voilà. Et puis d'autre part, ça a toujours été un pays, comme vous l'avez dit, sauf depuis un siècle et demi. Depuis un siècle, oui. Ça a toujours été un pays qui a été une constellation d'États, de principautés, de duchés, de républiques, une myriade de baronnies. D'ailleurs, il y avait un mot pour ça qui n'est pas traduisible en français. On parlait, il y avait donc à peu près 350 États, royaumes, duchés. On parlait de Kleinstadtreich. Alors, Klein, petit, Stadt, État. Et le Reich, c'est un sort de diminutif Jean Janot. C'est pour vous dire vraiment, il y a déjà le Klein, petit, et le diminutif qui est rajouté, qui accentue le côté parcellisation. Mais il y avait Nous, on a 350 fromages, eux, ils ont 350 États. Mais les Allemands, ils ont Bismarck. Il y a aussi une chose, oui, j'en profite aussi. Bismarck, finalement, il nous manque un Bismarck. Alors tout le monde va bondir. Certes, Bismarck, prince de la politique, a commis une faute. C'était l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Et encore, il a subi la pression de l'état-major prussien. Mais Bismarck n'est pas très chaud pour annexer l'Alsace et la Moselle. Mais Bismarck, il avait le sens de la mesure. Lorsque l'unité allemande a été faite en 1871, il a eu cette expression, il a dit « l'Allemagne est une puissance saturée ».
Il ne voulait plus d'extension. Il se fichait royalement. Il connaissait l'histoire romaine, probablement. Oui. Bismarck avait une culture classique, un sens de la mesure. Finalement, c'est ça qui est une caractéristique des grands hommes d'État. Il y a le sens de la mesure. C'est Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand, qui n'était pas un grand chef d'État, mais qui était un homme politique quand même de grande envergure, qui était très fin, malgré ses nombreux retournements de veste. Il a dit que la vraie force... C'est la preuve de sa finesse. Oui. Talleyrand disait la vraie force, c'est de savoir se limiter. Et ça, c'est vrai à n'importe quel niveau. Et le propre du chef d'État, c'est d'avoir ce sens de la mesure, qui est finalement un principe gréco-latin. Et Bismarck, qui était le prince, enfin comte, ensuite il a été fait prince. D'ailleurs, il y a cette anecdote. Il était comte au début, une famille de comtes, de grafes. Et lorsque, en 1890, Guillaume II l'a viré sans ménagement, quand même, vu que c'était le prince, enfin l'homme qui avait fait l'unité allemande, il a gratifié le terme de Fürst, de prince. Et après la cérémonie, Bismarck, ronchon, a murmuré « Jusqu'ici, je faisais un comte assez riche. Maintenant, je vais faire un prince plutôt pauvre. » Alors, un auditeur nous fait remarquer une chose, c'est tout à fait vrai, que André Chouraki, sur France Culture, il y a 5 ans, avait dit « Israël a la vocation de la guidance du monde, parce qu'elle est à la croisée de l'Orient et de l'Occident. » Est-ce qu'il y aurait, une fois de plus, une rivalité entre la guidance et le gouvernement des affaires du monde ? Disons qu'il y ait des connivences, ça peut exister. Voyez-vous, je cite dans mon livre « Minorité et régionalisme », aux éditions François-Xavier Guibert. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour dire que samedi prochain, le 16 mars, à la librairie France Livre, de 15h à 18h, je fais une dédicace. Donc, venez nombreux. Dans mon livre, j'évoque un passage qui est quasiment inconnu. C'est le traité de Versailles. Quand on parle du traité de Versailles, on parle toujours des 14 points du président Wilson, et ça s'arrête là. Mais ce qu'on ne sait pas, et moi le premier à l'époque, c'est qu'une partie du traité de Versailles était consacrée à la protection des minorités. Et là aussi, il faut toujours avoir ce réflexe, c'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Vous avez un document qui existe, réaction, qui l'a fait? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'universitaires qui voient, ou d'hommes politiques qui voient un document, qui s'intéressent au document, mais qui n'ont pas le réflexe de se dire qui l'a fait. Et qui est à l'origine de ce document? D'un texte qui fait donc partie intégrante du traité de Versailles et qui protège toutes les minorités d'Europe centrale, Pologne, République tchèque, Hongrie, etc., dans tous les domaines, administratifs, éducation, et j'en passe. Eh bien, l'origine, c'est la franc-maçonnerie juive américaine, les Naïbrites. Alors, ne connaissant pas exactement ce que c'était les Naïbrites, je suis allé dans les locaux de la revue Tribune Juive, leur demandant de pouvoir consulter leur revue. Et je suis tombé, après moult recherches, sur la définition des Naïbrites, donnée par la revue Tribune Juive, revue que je cite avec les références, Naïbrites. En hébreu, donc ça signifie les fils de l'Alliance, organisation maçonnique juive, créée par 12 juifs immigrés d'Allemagne en 1843, dans un café qui s'appelait le café Zinsberner à New York. Définition de Tribune Juive. Et c'est les Naïbrites américains, en liaison avec d'autres mouvements maçonniques au Canada, en Angleterre, ou simple association de juifs, on pourrait appeler ça une sorte d'amicale juive, ils ont décidé, durant la Première Guerre mondiale, de rédiger un corps de doctrine en faveur des juifs d'Europe centrale, pour les protéger dans tous les domaines. Et tout ça en liaison avec le président Wilson et le juge suprême à la Cour des États-Unis, Louis Brandeis. Et ils se sont rendus compte, vu l'antisémitisme virulent en Europe centrale, qu'il était malhabile de l'appliquer aux seuls juifs. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont rédigé un corps de doctrine, protection dans tous les domaines, et ce document a servi de texte de référence pour la protection des minorités polonaises, lituaniennes, hongroises, dans le traité de Versailles. Donc finalement c'était un support. Et ce qui m'a permis d'affirmer ça, c'est une vieille thèse qui date de 1929, qui a été écrite d'ailleurs par un juif qui s'appelait Nathan Feinberg, qui raconte d'une manière fort claire la politique des Naïbrites en liaison avec d'autres mouvements maçonniques juifs. Et
Et surtout à la fin de cette thèse, il y a en version anglaise et en version française, et c'est la version française qui se trouve dans les annexes de mon livre, le texte rédigé par les Naybrites, suivi du nom de tous les groupes maçonniques juifs ou amicales juives de différents pays qui ont soutenu le projet, suivi de la liste de tous les noms du groupe de travail à avoir rédigé ce document, signé, daté, document officiel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que donc, les Naybrites ont insufflé, en accord avec le président Wilson, cette protection de minorité qui a servi pour les minorités polonaises, lituaniennes, hongroises, etc. Or, durant le traité de Versailles, les Allemands, ils ont sauté à pieds joints. Ils ont dit, il y a des minorités juives, polonaises, lituaniennes, mais il y a aussi des minorités allemandes en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce document rédigé par la franc-maçonnerie juive américaine a rendu service aux minorités allemandes dispersées en Europe centrale. Ouais. Voilà. Dans les Sudètes. Dont entre les Sudètes. Et c'est un fait historique. Voilà. Il y a une façon de résumer ça, il faut éviter d'allumer sa pipe quand on est assis sur un baril de poudre. Disons que oui, ça s'est retourné contre eux finalement, parce que les Juifs ont malheureusement souffert de l'action nazie, puisque les nazis finalement avaient une politique racialiste. Je rappelle que j'ai trouvé un document particulièrement rare qui est la carte de l'Europe fédérale, non pas des régions mais de la Waffen-SS, parce que finalement quand on parle du nazisme, on parle toujours des guerres, on parle toujours du génocide, on a tout à fait raison, mais il faut aussi évoquer le principe de, si Hitler avait gagné la guerre, quel type d'Europe aurait-il organisé? Et finalement, c'était une Europe fédérale des régions à base ethnique. Et j'ai pu montrer que l'Allemagne, dans le cas de l'Union européenne, poursuivait, non pas avec les mêmes méthodes, mais le même objectif. En réalité, pour résumer la situation, vous avez jusqu'au XVIIIe siècle, un principe régionaliste ethniciste qui concerne uniquement les Allemands en Europe. À partir de la Révolution française, Napoléon Ier, réveil des nationalités, etc. Napoléon Ier qui a flanqué une pagaille pas possible et qui a réveillé le sentiment national des Allemands. Je dis toujours que finalement, c'est pas Bismarck, le père de l'unité allemande, mais Napoléon Ier. Et vous avez depuis le XIXe siècle 5 tentatives d'unité européenne sous l'égide de l'Allemagne. La première tentative, c'est dans les années 1840, avec les démocrates allemands, qui ont voulu créer un État allemand et une Europe sous domination allemande. Ils avaient même déjà à l'époque, dans les années 1840, fédéraliser la France en 5 zones. Vous aviez le groupe Languedoc, le groupe Languedoil, le groupe alpin et rhodanien, le groupe Nord-Essène et le groupe oriental, c'est-à-dire l'Alsace, la Lorraine et la Bourgogne. Le projet a échoué et Bismarck a joué considérablement un rôle. Arrive l'unité allemande en 1870, Bismarck, hors de question de continuer à dominer l'Europe, ça, pas question. Malheureusement, il quitte le pouvoir en 1890 et les dirigeants du Deuxième Reich, Guillaume II en tête, et les pangermanistes, en liaison avec les industriels allemands, ont cherché à obtenir une domination de l'Europe. Il y avait entre autres un des pangermanistes qui s'appelait Otto Richard Tannenberg qui disait il faut faire les frontières de l'Allemagne, je ne me souviens plus exactement sa formule, il faut que les frontières de l'Europe soient les frontières de l'Allemagne en Europe. Bon, Première Guerre mondiale. Ce qui rejoint la déclaration que vous évoquiez tout à l'heure de ce responsable qui dit je suis content de vous accueillir dans la capitale de l'Allemagne. Voilà, c'est une permanence. Oui, effectivement, vous avez raison. La Première Guerre mondiale, c'est la tentative de l'Allemagne par la voie militaire. Deuxième tentative qui échoue en 1918. La troisième tentative, c'est la République de Weimar. C'est le fameux traité de mémoire secret de Gustav Stresemann, qui a été secret jusqu'en 1945, du 13 janvier 1925, où il assigne un rôle à chaque minorité allemande en Europe centrale et orientale, mais surtout, il décide de promouvoir, dans le cas de la SDN, la Société des Nations, les principes régionalistes ethnicistes. Or, une chose qu'on ne sait pas, c'est que vous aviez un comité national des minorités, dirigé par un Alsacien qui s'appelait Robert Ernst en 1927, donc en pleine, c'est pas le régime nazi, c'est le régime de Weimar, qui était à Berlin et qui soutenait les mouvements autonomistes bretons, corses et flamands. Cette tentative échoue en 1929 parce qu'à la fois Gustav Stresemann meurt cette année et puis la crise économique qui met tout à plat. Puis il y a la tentative nazie qui est la 4e tentative qui se termine dans le sang en 1945 et là actuellement nous sommes dans la 5e tentative et là j'avoue ils sont bien partis. Eh bien, écoutez, on va les voir venir. Je rajoute un petit élément. Demain, 14 mars, à 19h, place des Victoires, l'Entente souverainiste organise une manifestation contre donc le projet de constitution européenne
Donc, venez nombreux, jeudi 14 mars à 19h, place des Victoires dans le 1er arrondissement, pour donc manifester refus complet de cette constitution européenne que Valéry Giscard d'Estaing, ce mondialiste, nous prépare. Et je rajoute que samedi prochain, 16 mars, à partir de 15h, France Livre, 6 rue du Petit Pont, je dédicace mon livre Minorité et régionalisme aux éditions François-Xavier de Guibert. On pourra donc venir vous poser des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions que j'ai résumées dans les questions que je vous posais, mais beaucoup de questions d'auditeurs, et dont beaucoup d'ailleurs font preuve d'une érudition tout à fait remarquable. Je pense qu'ils viendront vous voir. Volontiers, je serai heureux de discuter avec eux. Merci Pierre Hillard. Alors, on rappelle le titre de votre livre. Minorité et régionalisme aux éditions François-Xavier de Guibert, et donc livre qui permet de connaître le type d'Europe qui nous attend, à moins qu'un événement bouleverse cette politique. Mais ça ne saurait manquer d'arriver. Il y a des chances. Oui. Vous savez que ce n'est pas Lénine qui a dit « les faits sont têtus », en tout cas pas le premier, c'est un auteur écossais qui s'appelle George T. Smollett, né en 1721, et qui a fait précéder cette maxime d'une phrase dans le genre « les principes sont admirables, mais les faits sont têtus ». Je remercie cet auditeur de cette information. Ça paraît logique de la part d'un écossais que les choses soient têtues. Oui, en plus. C'est un auditeur qui vous félicite quand même. Merci. Et puis il y a un auditeur qui également vous dit qu'il vous considère comme un délateur, voilà, parce que vous avez cité il y a quelques mois un monsieur résidant à Rennes dont vous avez dit qu'il était subventionné par la Ligue allemande, et il dit qu'il le connaît personnellement depuis très longtemps, il peut affirmer qu'il n'est subventionné par personne. Je vous donne son numéro de téléphone, vous pourrez l'appeler. Volontiers. Mais j'ai fait que citer un document officiel, parce que je tiens à préciser aux auditeurs, il y a une règle d'or, l'honnêteté, s'appuyer sur des documents irréfutables que tout le monde peut obtenir. Le document que je cite, c'est la liste de tous les mouvements autonomistes soutenus par l'Allemagne avec les noms et les adresses. Ce document, je l'ai obtenu par l'intermédiaire de l'UFCE, siège officiel européen actuellement. Et c'est un document que j'ai obtenu gratuitement par courrier. J'ai passé commande, ils me l'ont envoyé, c'était un document et je l'ai publié et j'ai mis la source. Et je précise que le document, j'ai laissé l'adresse de l'Institut, de l'UFCE, son numéro de téléphone, son numéro de fax et le site internet. On ne peut pas faire plus officiel. La vérité est dérangeante, mais c'est comme ça. Merci encore Pierre Hillard. Merci. Je veux absolument l'appeler Pierre Hillard, c'est quand même incroyable. Pierre Hillard, pourquoi Hillard? C'est pas la même Hillard, c'est Hillard de Crémier, je confonds tout, je mélange les souverainistes, les restaurationnistes. Hussein Ben Laden, bonjour. Bonsoir Serge. Alors, bon, on peut le dire, quoi, voilà. Donc, ça n'était pas le journal d'Oussama Ben Laden? Non, c'était pas le journal d'Oussama Ben Laden, c'était le journal d'Oussama comme je l'ai imaginé. Voilà. Bon, alors j'ai mangé le morceau, mais maintenant on va essayer. Tiens, si tu veux changer de place pour te mettre à la place de Pierre Hillard, comme ça je pourrais te regarder en face et ça ajoutera à mon plaisir de faire cette émission. Au revoir Pierre, à bientôt. C'est plus beau comme ça. C'est vrai, tu es magnifique, tu as minci, tu as les cheveux courts, il est très très beau ce garçon. Enfin, c'est pas la raison de ta présence. La raison de ta présence, c'est qu'il y a quelques mois est paru un livre chez Caroline Arnaud, qui est une éditrice courageuse et comment dirais-je, originale. Inconsciente. Et inconsciente, on peut dire le mot. Donc pas vraiment. Enfin, on va le voir après, on va vous poser la question. Un livre qui s'appelle Le journal d'Oussama Ben Laden, c'est ça? Je dis bien le titre. Un sous-titre, Lettres apocryphes afghanes. Alors, justement, en fait, quand ce livre est sorti, il est sorti juste après, enfin très peu de temps après la destruction, les attentats, ou enfin en tout cas la chute de des tours de New York. Et le titre s'imposait, mais en fait ça évoque beaucoup plus les lettres persanes que les lettres d'Oussama Ben Laden, parce que c'est Ouzbek qui parle. C'est le regard d'un homme d'ailleurs sur les hommes d'ici. Les hommes d'ici. Simplement, l'homme d'ailleurs qui représente, qui se cache derrière Oussama Ben Laden, qui est un homme d'ailleurs sur le plan spirituel et sur le plan géographique et même sur le plan ethnique. C'est un homme d'ailleurs, mais sur le plan politique et sur le plan social, qui s'appelle Martin Pelletier. C'est le regard de Martin Pelletier. C'est vrai, c'est un peu comme ça.
Et justement, je crois que ce qui s'est passé, l'attentat, je ne veux pas rentrer dans des considérations techniques ou politiques, il y a 2 tours qui ont sauté. Alors on ne saura jamais, qui sont effondrés. Voilà. Ils sont effondrés. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est pas le problème du tout du livre. Ça, demain, je vous conseille d'écouter le libre journal de Claude Giraud, parce que demain, Ratier va en parler d'une façon extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas, parce que justement, il y a des tas de choses à dire, et Emmanuel est assez bien informé. Voilà. Mais au moment où ça a été écrit, c'est-à-dire tout de suite après, il y a toutes sortes de pistes ouvertes dans le livre, mais je ne tranche pas sur les pistes. La question que je me pose, c'est, voilà, ces deux choses, ces 2 tours qui ont implosé, c'est-à-dire qui se sont résorbées sur elles-mêmes par l'effet du vide. Sur quel vide elles se sont effondrées? Eh bien, elles se sont effondrées sur notre propre vide. C'est ça la thématique du livre, c'est-à-dire Oussama, il est peut-être très méchant. Il est très méchant. Je n'aime pas. D'abord, c'est un arabe. Ah non, c'est pas un arabe. C'est pas c'est vrai. On mélange tout. J'en sais rien. J'en ai strictement rien à cirer. Oui, il est arabe. C'est les Afghans qui ne sont pas. Certains disent qu'il est ladino. Oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est le libre journal qui est le premier à révéler. Donc, je veux même pas savoir d'où il vient, ce garçon. On s'en fout, en fait. Je veux pas savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. Moi, il me plaît pas tellement. Rien à cirer, encore une fois. C'est qu'il regarde les choses et il voit chez nous des tas de choses qu'on lui reproche. C'est toute la question. Ben Laden dit, voilà, je suis méchant, je suis nihiliste, je suis terroriste, et il se pose la question, est-ce que c'est moi qui suis comme ça, ou est-ce que je ne suis que le reflet de ce que vous êtes? Voilà. Et alors, suit un livre, alors maintenant je peux le dire, parce que j'ai lu ce livre avec un vrai bonheur d'abord de lecture, parce qu'il est... Ah, parce que tu l'as lu? Oui, je l'ai lu, moi j'aime bien lire les livres. C'est pour ça que ça vaut le coup d'attendre. Ah, c'est ça, il faut attendre. Mais, non, c'est pas vrai, c'est un coup de toi. Non, bon, on peut même plus rire ici. Il est extrêmement bien écrit, il est très drôle, très 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 drôle, parce que, et comme toute la vérité est toujours très drôle en fait, même quand elle est sinistre. En l'occurrence, elle est vraiment sinistre, mais la façon dont elle est traitée, dont elle est prise, provoque le rire, alors, qui est vraiment la politesse du désespoir. Là, on peut le dire, ça s'applique parfaitement à ça. Et c'est comme disait Alfred Jarry, qu'est-ce que c'est que le rire? C'est l'expression de la vérité. Et il ajoutait, si les melons s'obstinent à avoir des tranches, ils finiront par être mangés en famille. Voilà. Alors, je me tourne maintenant vers Caroline Arnaud. Comment avez-vous eu l'idée saugrenue d'éditer ce livre, qui était évidemment premier à l'anonymat, puisque il était... il fallait être gonflé quand même pour sortir un livre, le journal d'Oussama Ben Laden, à l'époque où Satan était un modeste petit entrepreneur de travaux à domicile par rapport à ce personnage. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette idée? C'est-à-dire que depuis la guerre du Golfe, j'avais intérieurement pensé qu'il se passerait ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, on a attendu pas mal de temps, et puis c'était inévitable. Et j'étais pas prête, effectivement, à éditer ce genre de livre. Mais qu'il y a eu les événements, eh bien, j'ai eu quelque chose qui s'est transformé en moi, qui a hurlé et qui a dit maintenant... Il faut que je trouve un auteur qui écrive ce que je ressens intérieurement. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas politicienne, donc je ne connais pas les dates, je ne sais pas expliquer les choses. J'écris mais sur d'autres sujets. Et donc il faut montrer au monde la vérité. Alors j'ai cherché, j'ai fait mon petit tour, ça a duré une dizaine de jours, j'ai questionné, et par relation, on m'a parlé de Martin, que je ne connaissais pas. Il est venu me voir et il m'a dit qu'est-ce que je fais ici, parce qu'effectivement je n'édite pas ce genre de livre. Et je lui ai dit bon, alors je vais tout vous balancer. Je lui ai dit tout ce que je ressentais intérieurement et comment je voyais le monde. Et les démagogues qui nous dirigent, et j'ai dit maintenant qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit c'est exactement ce que je pense, donc j'ai un projet. Et donc on a fait le tour de ça, il a écrit ça très très rapidement, et je suis ravie parce qu'il a accouché de ce que j'avais au fond de moi, intérieurement. Et je pense que ça peut lever quelques voiles, et si ça peut faire prendre conscience à certains de la vérité. Eh bien, voilà. Ce qui est très amusant, c'est que... Je vais parler très franchement. Le reproche que je te faisais en tant que journaliste, c'était d'être parfois long.
te le dis. Ah bon? Oui. Non, mais c'est vrai, comme lecteur de tes articles dans National Hebdo. Ah oui, dans National Hebdo. Alors, je trouvais parfois que tu étais trop long. Et je me disais, donc le bouquin, il va être, ça va être ce défaut-là, mais multiplié par 3, puisque quand on a un article à écrire, on a tendance à se retenir, mais quand on a un bouquin, on se laisse aller complètement. Or, chose stupéfiante, inattendu en tout cas, ce livre est d'une brièveté romaine. Pas dans pas comme livre, il a une longueur normale, mais la façon d'exprimer les idées et on peut dire le crépitement des exemples, des citations, pas des citations, mais des exemples qui viennent à l'appui d'une pensée, d'une démonstration, d'une démarche intellectuelle, c'est formidable. On est happé par le bouquin, on le lit sans arrêt, parce qu'à chaque fois on tombe sur une nouvelle idée, sur un nouveau constat qu'on a fait mais qu'on n'a pas formulé. On se dit, et quand on le lit, on se dit, bon sang, mais enfin c'est tellement évident, mais comment j'ai pu ne pas penser à ça, comment j'ai pu pas voir ça, comment j'ai pu pas remarquer ce truc. Alors sur l'éducation par exemple, il y a un passage où tu cites un ouvrage, un joli petit ouvrage de chez Bayard, près. Voilà. Mais je me suis mis à tu peux le retrouver, ça, il faudrait le citer. Je sais pas, parce que... C'est extraordinaire. Malheureusement, qu'est-ce qui m'a fait remarquer? Je me mettais à dos tout le monde cette fois-ci. Ah oui, même là, la presse catholique, avec qui j'avais pourtant des amis, mais bon, c'est terminé. Cas, moi aussi. Je suis seul. Comme disait Dostoïevski, je suis seul et ils sont tous. Oui, donc maintenant, il n'y a plus personne. Ben écoute, je sais pas, parce que en tout cas, ça c'est un passage. Ben moi donc, puisque j'avais soigneusement mis un signet toi aussi. Un signet et puis j'ai oublié le livre à la maison. Bon, c'est pas grave. C'est simplement l'aveu tout cru, tout net, tout simple de la méthode utilisée pour pourrir l'intelligence des enfants. Oui. Et ça, c'est probablement le plus grave, c'est que tout c'est une critique du nihilisme, ce livre. Hein. C'est Glucksmann, André Glucksmann, la Wieviesco, là, très bien peigné, qui a fait tout un truc sur le nihilisme, comme si on découvrait aujourd'hui le nihilisme. Ouais. Mais il réputait Ben Ladin nihiliste. Mais c'est vrai que Ben Ladin est nihiliste, mais il n'y a pas que lui, il y a nous d'abord qui sommes nihilistes. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce passage que tu ne cite pas, mais que tu as relevé, c'est que précisément ce nihilisme, on l'inculque à force et à longueur d'année par toutes sortes de méthodes, soit oppressives, soit au contraire insinuées aux plus faibles, c'est-à-dire aux enfants. On leur apprend à être nihilistes, on les désespère. C'est Albert Camus, qui est pourtant pas un de mes copains, qui disait ce qu'il y a de plus horrible, c'est d'enseigner le désespoir aux jeunes âmes. Et je crois que c'est ça qui condamne absolument ces gens-là. Ce que tu soulignes d'une façon très très vive, encore une fois, j'insiste sur cet aspect du livre qui est un livre extrêmement vif, rapide, c'est que... J'avais pas beaucoup de temps pour l'écrire. Mais oui, mais c'est bon, alors... Tandis qu'à National Hebdo, j'avais 1 heure pour écrire mon édito, donc je pouvais tartiner. Ça fut très rapide. Ce qui apparaît à travers ce livre, c'est qu'effectivement, nous avons construit, nos pères, autour de nous, notre société, a construit le monde dans lequel forcément allait arriver ce qui s'est passé, et dans lequel forcément des gens comme Ben Laden, mais pas seulement comme Ben Laden. Comme Lénine, comme... forcément aller se manifester... Comme Dominique Strauss-Kahn. Une explosion de haine contre le système. Mais c'est vrai, c'est les mêmes. Parce que c'est un système qui provoque forcément la haine. Voilà. Parce qu'il est répugnant, quoi, tout simplement. Et moi, je n'aime pas forcément les petits gars de banlieue qui font des horreurs, mais en revanche, je comprends qu'ils s'ennuient et qu'ils haïssent. On ne leur a appris que ça. D'abord, on leur a appris ça, et ensuite, on leur a surtout pas appris qu'il y a des choses interdites. Si on leur mettait une claque dans la figure à la première incartade, ils en feraient pas une deuxième. Il faudrait leur montrer, ça c'est beau, ça, regarde, et ça t'as pas le droit, sinon c'est la claque. Voilà, c'est 2 choses. En fait, c'est l'éducation dont on vient de parler. Voilà. Bon, mais ce qui est formidable, c'est que c'est dit dans ce livre d'une façon tout à fait intelligente, drôle, originale. Vous avez retrouvé le passage? Mais je l'ai perdu. Ça y est, il l'a perdu. Il est
Ça va très vite. Bon, écoute, les lecteurs le liront, enfin les auditeurs le liront. Mais j'espère bien, parce que il y a un besoin qu'il faut le lire. Hein, parce que, alors, je vais en donner les... Bien sûr, les pauvres en ce moment, et l'éditrice, elle est ruinée. Ça s'appelle le journal d'Oussama Ben El, d'ailleurs, lettre apocryphe afghane, et c'est publié chez DIE. Alors, DIE, mettez pas de U. Je l'ai enlevé, mais c'était ça à l'origine. Vous avez bien fait. Voilà, diffusion internationale édition. Comme marque pour une maison d'édition, c'est imbattable. Vous auriez dû y penser, monsieur Labbé. Oui, il ne pense à rien. Vous savez, de toute façon, j'ai plus les autres, mais j'ai Dieu. Bon, j'ai le plus fort, non? Oui, là, je crois que vous avez quelqu'un de bon dans votre camp. On donne l'adresse de votre maison d'édition pour commander le livre. C'est 91 avenue de Clichy, 75 017 Paris. Et c'est un livre, il y a un très bel envoi, moi j'aime beaucoup ça, c'est aux victimes, aux vaincus. C'est que j'aime les deux. Oui. Et je n'ai pas aimé c'est normal qu'on ait fait beaucoup de choses pour les victimes au moment où il y a eu des choses qui ont sauté, parce qu'il y a 3900 types qui se sont fait zigouiller, qui n'y pouvaient rien, les pauvres gars. Mais les vaincus, ce sont tous ceux qui supportent justement ce nihilisme conquérant, et notamment sa face impériale et insupportable, agressive, qui est le condominium américano-israélien dans les pays arabes. Moi, je serais arabe, je serais actuellement scandalisé. Je pense, comme vous, Serge, comme tous ceux qui sont qu'il y a un choc de civilisation entre l'islam et l'islam et la chrétienté, mais je pense que la chrétienté n'existe pratiquement plus, et je pense aussi que l'islam, qui est ce qu'il est, a été scandaleusement humilié et offensé par la politique américaine. Voilà. Oui, on peut d'ailleurs s'interroger sur les motivations de ça, parce que quand on est en face d'une bête féroce, il vaut mieux éviter de lui donner des coups de bâton sur le nez si on n'a pas derrière un gros fusil pour la flinguer. Alors pourquoi ce qu'il y a, c'est que nous, on est dans une cage, il y a un lion dans la cage en même temps que nous, et pendant ce temps-là, de l'autre côté des barreaux, il y a un dompteur qui s'appelle Monsieur Bush et qui donne des coups de feu au lion. Et derrière le bon dompteur, qui a-t-il? Qui donne des coups de pingue dans les fesses du dompteur. Parce que je ne crois pas que le dompteur, pour faire court, soit très particulièrement pour un président américain anti-arabe. Je pense qu'il y en a eu de plus anti-arabes que lui, et je pense peut-être qu'un certain entourage lui pique les fesses. Je pense que personne lui a dit qu'il n'était pas anti-arabe, donc il n'est pas au courant. Oui, c'est rien de toute façon. En tout cas, lisez le journal d'Oussama Ben El, qui est signé Jugurtha. Quel beau pseudonyme, mon cher Martin Pelletier. Mais j'aime bien. Jugurtha, pour ceux qui le savent, c'est à la fois le chien de Giscard et un roi numide qui a d'abord été l'allié de Rome, et puis qui a compris que tout était à vendre à Rome. Et tu sais pourquoi il a rompu avec Rome? Tu vas me le dire, mais... Parce qu'ils l'ont traité d'une façon extrêmement sèche. Voilà. Et comme disait Goscinny, il faut pas être sec avec un humide. On me l'avait déjà raconté, mais pas aussi bien. Bon, allez, on va se tourner vers quelqu'un de sérieux. Merci Martin, merci Caroline Arnaud. Merci Serge. Donc lisez ce livre, vraiment lisez-le, parce que c'est un livre édifiant et gai, au fond. Gai. Au fond, gai. Oui. Hein? Oui, parce qu'il vaut mieux rire que pleurer. Encore que de mœurs parfaitement orthodromiques. Je pense. Ça, c'est à chacun de le dire. Merci. Monsieur Labbé Cellier, alors un livre qui n'a rien à voir avec Ben Laden, dont vous venez nous parler, que vous venez de publier, qui s'appelle Mathilde de Toscane. C'est un joli personnage, ça. Voilà. Ça, c'était une défenseuse, puisqu'on est toujours maintenant à savoir si c'est défenseuse ou défensetrice, donc de la chrétienté et de la papauté, à un moment où la chrétienté et la papauté étaient en fort mauvais état, le XIe siècle, le clergé, la noblesse, le pontificat suprême, puisqu'il avait été pendant un siècle disputé entre les familles romaines qui se battaient pour imposer leur rejeton sur le trône papal. Et au moment où où commence une résurrection à travers plusieurs saints papes qui se succèdent, dont le plus connu est Saint Grégoire VII, eh bien, l'empereur germanique, soutien traditionnel du souverain pontificat, je dirais, pète les plombs, comme on dirait aujourd'hui, et se met à entamer une guerre absolue avec le pape, et donc notamment avec Saint Grégoire VII. Et c'est Mathilde qui est donc qui possède les terres qui séparent l'Empire allemand
des États pontificaux et qui va servir de tampon et de guerrière pendant près de 50 ans au service de la papauté. Alors c'est un personnage qui il faut quand même dire pour montrer à quel point c'est utile de lire le livre de Gobry, Mathilde de Toscane, que c'est elle qui est la contemporaine, d'une certaine manière à l'origine de la fameuse phrase « il est allé à Canossa ». Voilà, donc c'est Canossa. L'affaire de Canossa. Canossa est donc l'une des forteresses de Mathilde, et la forteresse la imprenable de Mathilde, et c'est là qu'avec Saint Grégoire VII, elle va se réfugier au moment où l'empereur Henri IV de Germanie menace de partout. Et c'est là que Henri IV de Germanie va venir voir le pape pour essayer de faire lever son excommunication, puisque selon les lois de l'Empire germain, au bout d'un an d'excommunication, il perdait définitivement le droit au pouvoir. Et donc, avant que le temps, Henri IV va venir donc à Canossa, là où le pape, menacé de partout par les armées d'Henri IV, protégé par Mathilde, donc réside. Alors c'est ça qui est passionnant dans le personnage de Mathilde, c'est que c'est à la fois, elle est d'un courage invraisemblable, c'est une espèce de Jeanne d'Arc. C'est une Jeanne d'Arc et c'est une habile guerrière. C'est une générale qui est à la tête de ses troupes dès 17 ans notamment contre les Normands. À 17 ans, elle combat contre des gens qui étaient quand même pas détendre. C'était quand même des soldats d'une férocité et d'une efficacité incroyable. Et elle est à la tête de ses troupes avec son beau-père. Et ensuite, elle devient donc la comtesse, et c'est elle qui mènera pendant 50 ans ses troupes jusqu'à 70-75 ans. Elle montera à l'assaut à la tête de ses troupes. Alors, il y a une chose qui me trouble beaucoup, c'est que quand même, s'attendre à l'existence de ce personnage, tel que le présente Yvan Gobry, tendrait à opposer une sorte de démenti, en somme, à Rocard, qui prétendait que l'Église croyait que les femmes n'avaient pas d'âme. Oui, elle sera. Et Yvan Gobry, en particulier, la peint dans les conciles que rassemble Saint Grégoire VII pour essayer de régler les problèmes très complexes de l'Église, et elle est au premier rang, et tous les regards sont tournés vers elle, puisqu'elle est vraiment la protectrice, et sans elle, le pape ne serait pas là, il aurait été enlevé, torturé, tué, etc. Et elle est vraiment quelqu'un de vénéré, quelqu'un de suivi, de reconnu, et évidemment, c'est une femme d'exception. C'est vraiment une... Et alors, à travers elle, on voit l'extraordinaire puissance du Vatican, de la papauté, non pas du Vatican, mais de la papauté comme figure de pouvoir temporel, uniquement fondée sur un pouvoir spirituel, puisque, comme vous le dites, le pape est tout seul, abandonné de tous, encerclé par toutes les armées d'Henri, et Henri va quand même se présenter devant lui pieds nus, en chemise. Parce qu'effectivement, nous sommes dans la chrétienté. Et donc, les choses spirituelles sont essentielles. Pour les lois de l'Empire allemand, les lois reconnues par tous, celui qui restait 1 an dans l'excommunication perdait définitivement son droit au pouvoir. Et donc, effectivement, tout ce qui est spirituel, ce qui fait que Henri IV va, après Canossa, essayer de résoudre le problème en déclarant déchu le pape Grégoire VII et en faisant un pantin, n'est-ce pas, un faux pape, un anti-pape, qui va rester près de 20 ans. Ouais. Alors, parfois, Henri IV fait semblant de se réconcilier. Alors, il laisse tomber l'anti-pape qui disparaît, puis hop, il le fait ressortir en permanence pour tromper. Henri IV est un homme de mensonges permanents. Ça nous rappelle quelques hommes politiques actuels qui tournent sa veste. Super menteur. Voilà, qui tourne sa veste en permanence, qui est extrêmement habile, extrêmement malin, et en même temps, il s'est passé que les deux grands chefs qui auraient pu s'opposer à lui et qui ont été élus empereurs par la Diète allemande, dans les 2 cas, sont morts dans des combats à un moment où ils allaient gagner. Et Henri IV a perduré à cause de cela, parce que ses adversaires, qui étaient légitimes, la providence de destin a fait qu'ils n'ont pas vécu à son temps, et que lui, il est resté pendant 40 ans, 50 ans, c'est incroyable ça. Il avait 9 vies comme les chats, comme on dit. Alors ça c'est le livre d'Yvan Gobry qui est un livre passionnant. C'est un livre passionnant parce que je le trouve très original dans son sujet. Voilà, et puis très actuel, parce que on est dans une crise de l'Église. Comment est-ce que
le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ont travaillé de concert à essayer de résoudre cette crise. On voit un siècle de crise dramatique, et il va falloir un siècle, 150 ans presque de crise et 150 ans de remontée lente. Saint Grégoire VII fait pratiquement 1 à 2 conciles par an, essayant recondamnant donc les 2 grandes plaies de l'Église de l'époque, c'est donc la simonie. Donc l'ensemble des charges spirituelles sont achetées par de l'argent parce qu'elles sont liées à des pouvoirs temporels, et puis le nicolaïsme, c'est-à-dire les curés sont mariés et, avec cet évêque comment dirais-je, allemand qui avait acheté sa femme à un de ses guerriers. Enfin, on est dans des situations insensées. Oui, c'est une société quand même un peu barbare et primitive, hein. Il faut dire que les droits de l'homme sont pas encore. Disons que c'est une société verte. Voilà. Disons, il y a une certaine verdeur, donc qui est saine dans le sens où ils ne sont pas mohus à demi-mesure, oui, non. Mais bon, il faut un petit peu canaliser, évidemment. Il faut un petit peu remettre. Alors, dans un tout autre ordre d'idées, donc ça c'est Mathilde de Toscane d'Yvan Gobry qui sort aux éditions Clovis. Et puis alors les éditions Clovis se lancent également continue plus exactement, parce qu'elle avait commencé depuis un certain temps, c'est à faire des CD, des compacts disques ou des disques compacts. Et vous venez de sortir deux disques compacts qui sont L'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ, voilà. Donc c'est un livre lu. Hein, donc ce sont des extraits, parce que l'imitation de Jésus-Christ serait beaucoup trop long si on voulait faire tout, mais c'est pour découvrir l'imitation de Jésus-Christ. Alors la caractéristique, donc c'est un double CD, la caractéristique c'est que c'est à 3 voix. Donc il y a la voix du pécheur, c'est-à-dire nous-mêmes, du pécheur, du chrétien, du fidèle. Il y a la voix du narrateur qui pose, je dirais, le problème, et il y a la voix de Dieu. Et tout ça, c'est tout à fait, c'est vraiment l'imitation de Jésus-Christ est construite comme ça. Et ils alternent, ils se répondent, et c'est entrecoupé de musique, de belle musique. Alors juste après la coupure, si vous voulez, on en écoutera un extrait. Je crois qu'on est à l'heure de la coupure maintenant, donc dans quelques brèves minutes, un extrait de l'imitation de Jésus. Une prière, donc une prière par le pécheur. Hein. Et puis, donc je sais pas, on continue ou on coupe là? Vous avez 1 minute, voilà. Enfin pas tout à fait 1 minute. Alors je rappelle, puisque je l'ai apporté pour le donner à Franck, donc le CD qu'on a fait, Le Cœur Marie-Reine, la croisade eucharistique, donc c'est des petites filles, des jeunes filles donc qui chantent les chants de la croisade eucharistique, un grand mouvement catholique du siècle dernier et qui perdure encore aujourd'hui. Et puis juste après la coupure, on doit dire un petit mot du dernier Fidélitaire. Voilà. Alors avant de donner la parole à l'imitation de Jésus-Christ, je voudrais rester un peu à plat. Après, on va s'élever pour l'instant, redescendre un peu à plat, parce que d'abord, la musique que vous avez entendue, mais je ne sais pas si elle sera rediffusée. Non. Donc je dis, pour ce soir, donc ceux qui ont écouté la musique de la coupure, moi j'ai cru que c'était un vieux chant yiddish. Alors vous voyez comment on peut se gourer, parce que en réalité, ça s'appelle Osiego Andante et c'est chanté interprété par la Camerata de Paris. Cet indice s'appelle Sur les chemins de Compostelle. Donc je crois pas qu'il y ait beaucoup de spécialistes du chant yiddish sur les chemins de Compostelle, sauf erreur de ma part. Donc c'est pas du yiddish, voilà, c'est peut-être du celte. Je savais pas que ça se ressemblait à ce point-là. C'est troublant. Du galicien, vous croyez? Et puis j'ai reçu un message, alors qui est faussement anonyme, c'est-à-dire il est signé, mais il est signé illisible. Donc je vais quand même vous le lire vous voyez, quand on parlait tout à l'heure avec Hilar, on parlait d'anathème, on aurait même pu parler d'hystérie. Voilà le message. Qu'après avoir accusé le Boche éternel de préparer la disparition de la France avec un machiavélisme typiquement teuton, le sinistre Art ou Hilar affirme n'avoir rien contre les Allemands, ces Boche honnis par Radio Courtoisie, c'est vraiment prendre les éditeurs pour des cons. Qu'à une époque où la France crève sous le poids de millions d'Africains musulmans solidement installés en conquérant de tant de nos cités, Radio Courtoisie avec les Hilar, Griotret, Ferré et autres Beketch se fasse également le chantre et le dénonciateur de la perfidie Boche dépasse le niveau de bêtise admissible. Et attention, avec référence à Adolf Hitler lui-même et OSS s'il vous plaît, ceci afin que les auditeurs comprennent bien combien ces lâches imbéciles, c'est de nous qui parlent bien sûr, sont politiquement corrects. Là, ça c'est la première fois qu'on me dit ça. Merci monsieur, vous me faites vraiment plaisir. Moi,
rend des services. Le Satan des temps modernes étant, comme chacun sait, le vilain Adolphe. Tout ceci est pitoyable et répugnant. Une suggestion. Pourquoi, à côté du prix Daudet, Radio Courtoisie ne créerait-elle pas à ce sujet un prix de la connerie, une idée à creuser? Mais je suis tout à fait d'accord, monsieur, et envoyez-nous votre adresse. Vous êtes en bonne place pour l'obtenir. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est pas vrai de se casser le tronc comme ça pour... Enfin bref, je préfère pas dire ce que je pense parce que je finirais par être désagréable. Alors maintenant, on rajouter par rapport à ce que nous avons dit avant la coupure sur les deux CD. Faut remonter un petit peu les deux CD donc de l'imitation de Jésus-Christ. Je vais juste préciser que ça m'avait personnellement beaucoup plu. Enfin bon, encore que mon opinion est pas transcendante à cet égard, mais surtout que l'imitation de Jésus-Christ, c'est quand même, je le disais tout à l'heure en antenne, c'était quand même l'ouvrage de spiritualité chrétienne le plus connu, le plus répandu, à part la Sainte Écriture. Enfin, c'est un livre qui a forgé des saints, des martyrs, des héros. C'est un bouquin tout à fait extraordinaire. Tous les papes unanimement l'appellent le livre d'or de l'imitation. Ah oui, c'est remarquable. C'est un livre extraordinaire pour une raison qui naturellement va me faire encore mal voir, parce qu'on va dire que je suis gnostique bien sûr, mais quand il y a quelque chose qui va pas, tu ouvres l'imitation de n'importe où, tu l'ouvres et tu trouves immédiatement la réponse non pas à ta question, tu trouves pas les chiffres du loto, mais tout de suite on trouve un texte qui correspond parfaitement à l'état d'esprit dans lequel on est. Mais ça, c'est pas un miracle, parce que c'est tellement dense. Enfin, le texte est tellement dense qu'on y trouve toujours pâture. Et je voulais dire évidemment, parce que ça pourra peut-être rebuter quelques auditeurs. Par exemple, il vaut mieux lire le livre. Bon, aujourd'hui, la vie n'est plus peut-être aussi lente qu'elle l'était dans les siècles passés, et on a pu peut-être le temps ou le goût ou la volonté ou le courage de lire l'imitation de Jésus-Christ, que je recommande à tout le monde. C'est un livre magnifique, et là ça permet, en vaquant à quelques tâches ménagères ou dans sa voiture si on a un lecteur de CD ou en se baladant avec un baladeur, d'écouter des extraits choisis particulièrement topiques et toniques. Topique. Oui, c'est topique, quoi. Voilà. Ah bah, topons là, on va écouter du topique. Voilà, et ben, alors où est-ce qu'on peut trouver on peut trouver ce double CD, bien sûr, à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, le téléphone le 01 69 78 30 23, et bien sûr à Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e. Alors juste, très rapidement, puisque sinon M. Amiche va me poignarder. Non, mais enfin, avant le poignard, il y a d'autres méthodes. Hein. Donc, le dernier numéro de Fidélitaire, le numéro 146 de mars. Donc, nous avons un gros dossier religion à la carte, sur tout cet état d'esprit qui dit chacun choisit sa religion, chacun sa pensée, etc. Et donc, il fait une synthèse sur ce point-là, notamment en lien avec l'événement d'Assise que nous avons vu en janvier. Et puis, dans ce même numéro, il y a donc un très bel article que je ne peux que recommander sur Jacques Perret, puisque vous savez que c'est le 100e anniversaire de sa naissance et le 10e anniversaire de sa mort. Donc un très bel article de Jean-Baptiste Chaumeil, donc dans le Fidélitaire numéro 146 de mars-avril, et le même Jean-Baptiste Chaumeil fera une lecture publique de Jacques Perret à la Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e, le jeudi 21 mars à 20h30, et il dédicacera sa petite brochure, son petit livre qui s'appelle... C'est superbe. Voilà, un petit hommage pour un grand monsieur, le samedi 23 mars, de 15h à 19h, à la Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Donc le Fidélitaire numéro 146 de mars. Un grand dossier sur religion à la carte et sur l'événement d'Assise, etc. Et puis un très bel article de Jean-Baptiste Chaumeil. Et petit hommage pour un grand monsieur, c'est un très très joli petit livre avec des dessins originaux, des documents, des reproductions, des photos très très intéressantes. Enfin, Perret, c'est un immense écrivain. Voilà, et je crois que là, alors dans cet article que nous avons mis, c'est assez spécial puisque c'est Jacques Perret entre le trône et l'autel, c'est-à-dire ses options politiques et ses options religieuses, hein, que M. Chaumeil, qui est the Ober Specialist in the world, puisqu'on est sur Radio Courtoisie, la radio du français, voilà, de la francophonie, donc de Jacques Perret nous présente cela, mais il y a une très belle synthèse enlevée. Ce que ne nous dit pas le bon camarade Chaumeil, qui est aussi sympathique que son fils, c'est que son père. Oui. Mais son fils aussi est sympathique. Non, mais là c'est le fils dont on parle.
Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, c'est ça. Voilà, d'accord. Jean-Baptiste est le fils, Pierre étant le père. Ça, il ne le savait pas, c'est que, peut-être ne le savait-il pas, c'est que Jacques Perret avait reçu l'ordre du Saint-Michel par le prince Alphonse. Si, il le dit. Vous voyez, le cordon noir de l'ordre de Saint-Michel, il fut fait chevalier à cet ordre le 23 janvier 1982. Je vais faire plaisir à monsieur Amiche, on va lire. Ce qui lui permit de répondre à une enquête du Figaro Magazine sur le roi de France. Ce prince exige, je l'ai rencontré, un prince tout fait et non à faire, etc. Il se prénonce Alphonse. Et ben voilà. C'est dans Fidélitaire. À propos de puisqu'on parle de Jean-Baptiste, qui est un des membres, éminents du chœur Montjouba, Saint-Denis. Ils vont chanter à Lille très prochainement. Mais j'ai perdu le papier sur lequel j'avais... qui nous téléphone tout de suite, parce que je suis sûr qu'il y a au moins 15 camarades du chœur Montjouba-Saint-Denis qui sont à l'écoute. Donc ils nous appellent tout de suite pour donner le lieu, la date, l'heure, de telle sorte qu'on puisse tout à l'heure, en fin de deuxième partie, annoncer cette... Je présente mes excuses à Jacques Arnoux qui m'a appelé pour m'indiquer ça. Et puis, comme je suis un peu... Non, mais c'est des choses qui arrivent. On peut signaler quand même qu'ils ont sorti un très beau CD sur le rosaire. Magnifique. Donc on ne saurait trop recommander d'acquérir. On va en causer bientôt. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Victoria pour les annonces et puis ensuite à Cécilia pour recevoir son invité. Quant à moi, je vais m'éclipser sur la pointe des pieds, croulant sous les messages d'injures des auditeurs. Il y en a un qui m'appelle Sergueï Cézelgi, je sais pas. Enfin, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je reste? Oui, 2 minutes. Bon. Alors, on commence vite le jeudi 7 mars à 19h30, dîner-débat de Radio Silence pour une nouvelle politique de l'immigration avec Gérard Anzo de La Voix des Français au restaurant Le Grenadier, 55 quai d'Austerlitz, Paris 13e. Il reste encore quelques places, vous pouvez appeler au 01 45 89 36 41. À la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Donc Pierre Hillard dédicacera Minorité et régionalisme, Yannick Essertel, L'aventure missionnaire lyonnaise, Philippe Prévost, l'Église et le ralliement, le samedi 16 mars de 14 à 19h. Mercredi 20 mars à 18h à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet dans le 15e, conférence débat, le New Age, une nouvelle religion par Michel Berger, animateur à l'action familiale et sociale. L'exposition organisée par l'ADAC, Arts, Sciences et Technologies, le Paris du futur, se tiendra sous le parrainage du professeur Benoît Mandelbrot, du jeudi 21 mars au samedi 20 avril, à l'ADAC, Galerie Atelier, 21 rue Saint-Paul dans le 4e. Renseignements 01 42 77 96 26. Alors, je ne sais pas si Mandelbrot sera là, mais s'il est là, il faut le voir. C'est un des plus grands mathématiciens vivants. Il est, je ne sais pas comment il faut dire, le découvreur, l'inventeur, le créateur de la géométrie fractale, des fractales. C'est un personnage absolument fascinant, passionnant et tout. Et organiser une exposition sous son parrainage, c'est... Pour les vacances, bien, voilà. Sous les ailes de l'Archange, randonnée du centenaire de Jean Mermoz, on a encore le temps, il y a Champagne-Ardenne du 14 au 20 juillet, etc., etc. Pour tout renseignement, 57 rue de... Non, téléphone fax 01 34 73 36 98. Et alors, pour le Libre Journal de la France courtoise, le meilleur. Mais tout à l'heure, il y avait plusieurs auditeurs qui demandaient comment se le procurer. Donc moi, je leur conseille surtout de prendre celui-ci parce qu'il est excellent. Je vous dis la première page. Chirac, le bruit, l'odeur et les crachats. Ensuite, la chasse à l'extrême droite est rouverte. Le 11 septembre, les agents du Mossad savaient. Si vous voulez tout savoir, c'est le moment. Marie-Claude Monchot, les faits sont un fait. Et enfin, le zappeur n'a pas lu Jospin, mais il en cause. Alors, je vous redis, donc, pour les abonnements, vous pouvez les faire pour le prix d'un an de 110 € et réabonnement 100 €. Mais vous aurez tous les renseignements sur la façon de procéder dans le numéro que vous aurez demandé. Alors, il faut le commander 4 places France Litz, 75 010 Paris. Et puis, je rappelle le titre du livre de Pierre Hillard, Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions. Merci. Voilà. Alors, un dernier mot. Je signale aux anonymes que c'est pas la peine d'abuser parce que j'ai lu ce soir les messages anonymes, mais je ne le ferai plus, bien entendu. Il n'y a pas de raison de faciliter la tâche des lopettes. Vasa Lopette, bien entendu. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu nous garde.